Depuis le Onomo Hôtel pour ce numéro de Au Féminin. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Quid des enfants infectés et affectés par le VIH-Sida? C'est le thème qui a retenu notre attention pour ce mercredi. Et pour en parler, 4 femmes sont avec nous. Tout d'abord, Reine Lucie Padou. Elle est psychologue clinicienne au Centre de traitement ambulatoire CTA de Libreville. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, fait partie de son quotidien. Félicité Toumba vit avec depuis plus d'une décennie. Elle est maman de 3 enfants, tous en bonne santé. Félicité Toumba nous fait l'honneur de venir partager avec nous son vécu. Pas en reste le docteur Karine Eyizan. Elle est pédiatre à la Fondation Jeanne Eboury depuis 2018, où elle suit pas moins de 100 enfants vivant avec le VIH. Et puis, celle qui a dédié sa vie à Dieu. Elle a décidé de s'occuper depuis quelques années des enfants affectés et infectés par le VIH et SIDA. Elisabeth Ngwambina est la responsable de l'ONG Grassland. Et voilà pour le fil conducteur au féminin. C'est parti sur Gabon Première. Et vous faites bien de nous rejoindre maintenant que nous sommes toutes installées, mes invités et moi, après cette présentation succincte. Reine Lucie Padou, Félicité Toumba, Dr Karine Eyizan et Elisabeth Ngwambina. Bienvenue sur le plateau de Au Féminin. Merci. Merci. Ah, et le font collégialement, hein. Merci. On peut le redire en chœur, hein. Merci. Alors, votre premier ressenti d'être là, je sais qu'il y en a qui connaissent déjà l'émission, qui la suivent. Et pour celles qui n'ont jamais suivi, être là en direct, qu'est-ce que ça vous fait, docteur? Ben, ça fait plaisir. C'est une belle expérience. Donc, déjà humaine. On ne se connaissait pas toutes. D'accord, donc c'est l'occasion encore de parler de nous en tant que femmes, de parler des enfants que nous adorons et de passer un très bon moment ensemble. Ça, on n'en doute pas, hein, Félicité. Vous suivez l'émission de temps en temps. Oui. Alors, être là aujourd'hui où c'est vous qui êtes mise en évidence, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Bon, ça me fait plaisir parce que je viens encore fortifier mes frères et sœurs qui ne veulent pas accepter le VIH. Bon, on n'est pas encore là. Moi, je veux juste savoir faut parler un peu pourquoi vous êtes là. Et alors, Lucie, voilà. C'est une belle découverte. C'est la première fois que je passe par un plateau de télévision. Ah ouais? C'est bon. Carrément à la télé? Oui, à la télé. La toute première fois. Et c'est une belle expérience. Vous n'avez pas peur? Non, ça va, c'est relax. C'est relax. Relax, oui. Et celle qui ne dira pas qu'elle ne démentira pas, Elisabeth Ngwambina. Je suis à l'aise. Et puis cette émission, je la suis tout le temps. Tous les mercredis, je suis branchée devant la première chaîne. Et je suis au féminin. C'est notre émission à nous. Voilà. Vous la connaissez, je vais rester avec vous, Elisabeth Ngwambina. Le premier tour de table qui consiste un peu à nous ouvrir les couloirs qui vous sied. Qui est Elisabeth Ngwambina? Je disais à l'entame que vous avez dédié votre vie à Dieu, mais encore. Elisabeth Ngwambina est prophétesse des nations. J'ai un ministère qui se nomme Église de la Lumière chrétienne qui est située à Damas. Et je suis présidente de l'ONG Grassland qui milite en faveur des orphelins du VIH-Sida. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formations. Nous encadrons beaucoup les enfants orphelins et d'autres qui sont vulnérables et même les veuves du VIH-Sida et les veufs. Et je suis également présidente du réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon. Je suis membre du réseau des femmes médiatrices de la CEAC qui parle des questions de paix et de sécurité. La liste est longue. Elle est longue. Mais oui, c'est sûr que... Et elle est si longue qu'on n'hésitera pas à vous solliciter en fonction des couloirs qui nous intéressent et vous viendrez. Je suis ravie. Voilà. Je serai toujours disponible pour vous quand il faut parler des questions des femmes. Ouais. Question de femme, Elisabeth Ngwambina vient de nous décliner un peu son identité. Pas qu'elle a omis, hein. Je sais qu'elle est mariée et mère d'une nombreuse famille. Reine Lucie Padou. Oui, je suis psychologue clinicienne et psychopathologue.
j'ai suivi cette formation à l'université Omar Bongo. Depuis 2015, je suis au centre de traitement ambulatoire. Nous nous occupons des enfants affectés et infectés par le VIH-Sida. À part ma profession de psychologue, je suis dans une association de jeunes, Action catholique, la milice de l'Immaculée, et je suis aussi membre de l'association Psychose Gabon. La psychologue, on a l'impression qu'on est tout le temps scruté. Hein. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que nous sommes là? Ça va, donc. Ça va. Ça va, oui. Mais, voilà. Alors, félicité, Toumba. Oui. Oui, j'ai dit que votre quotidien, oui, le VIH, on en parle. Vous êtes maman, ça de 3 enfants, et je disais que tous sont en bonne santé. Et s'il fallait rajouter d'autres choses, vous avez envie de dire quoi sur vous? Bon, je suis mère de 3 enfants, donc 2 filles et un garçon. Je m'appelle Toumba Félicité, je suis personne vivant avec le VIH depuis 2000. Au début, je n'ai pas accepté parce que j'avais honte d'aller dans le CTA. Ça, c'est clair, ça, je l'ai mentionné. Voilà. Votre C'était témoignage la honte. viendra dans quelques instants. Le docteur Eyizan, Karine. ça va mieux? Oui, ça va mieux. Merci. Alors, je vais vous reposer la même question que j'ai déjà posée à un de vos confrères. On est docteur ou on devient docteur? Je pense que on est docteur. Pourquoi? Parce qu'avant de devenir docteur, j'avais déjà cette envie d'être docteur. Mes parents m'offraient chaque année le jeu de docteur, donc stéto et tout. Ma mère étant dans la santé, naturellement, je l'accompagnais toujours à l'hôpital. Elle était d'abord infirmière, ensuite prothésiste dentaire. Et voilà, donc le chemin était tout tracé. Et on dirait un genre de vocation. Voilà, vocation. Voilà, parce qu'il y a toujours un peu de Dieu dedans, dans toute chose. Et voilà, donc toi, je dis, on est quand même docteur. Et je suis pédiatre, donc au CHU Mère-Enfant, depuis 2018. Mais déjà, on poste au CHUL durant 10 ans, de 2008 à 2018. Et je m'occupe d'enfants séropositifs depuis 2015. Maintenant, récemment, je m'occupe également d'enfants cardiopathes, donc d'enfants qui naissent avec des malformations cardiaques depuis avril dernier. Et voilà, ça se passe très bien. Les enfants séropositifs sont adorables, les enfants cardiopathes encore plus. Voilà, je mets toute mon énergie dedans et je m'occupe d'eux. Voilà. Oui, voilà. Elle est toujours enjouée, hein. Elle garde le sourire. On imagine que c'est l'un des outils que vous utilisez parce que votre monde professionnel est quand même assez stressant. Et si après, on est aussi stressé, on peut le transmettre aux patients. Exactement. Alors, je vais rester avec vous. Parce que quand on parle de VIH, en général, les gens attendent le 1er décembre pour faire dans la sensibilisation. Or, il faut en parler tout le temps. Et cette année, nous, on ne déroge pas la règle. On peut parler du VIH quand bon nous semble. C'est pour vous dire que vous pourrez revenir une autre fois s'il y a des points à élucider. Pour rappeler que l'OMS, chaque année, se joint à ses partenaires aux communautés pour sensibiliser les gens. Et le thème retenu pour cette année 2024 était précisément le chemin suivons le chemin des droits. Notre santé, nos droits. En français facile, que devrions-nous comprendre au travers de ce thème qui concerne tout le monde, d'après vous, docteur? D'accord. Donc, en français facile, le chemin du droit, c'est faire ce qui est bien. D'accord? Maintenant, il faut savoir que faire ce qui est bien est notre devoir. D'accord? En tant que personne, en tant que parent, en tant que sœur, en tant que fils. Et également, ici, on parle d'enfants, donc séropositif. Et ici, l'enfant, et c'est dans le code de l'enfant, il a le droit à la vie, le droit à la santé. Donc, c'est un devoir pour nous professionnels, c'est un devoir pour nous parents, c'est un devoir pour nous adultes, personnes humaines, de veiller à ce droit à la vie et donc à la santé. Certains qu'on commence par la plus petite cellule familiale, parce qu'il y en a qui parfois décident de la fin. Oui. Voilà. Et malheureusement. Alors, au niveau du Gabon, où en sommes-nous? Quand on parle de droit, en ce qui concerne les enfants, nous sommes en pole position, on peut mieux faire, ou encore il y a beaucoup encore à faire?
Concernant notre pays, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, on va parler juste des droits des enfants. Hein. Oui, l'institution est là, les textes sont là, mais il faut maintenant les appliquer. On a organisé le 16 juin dernier, en différent de 19 juin au CHU Mère Enfant, la journée de l'enfant africain. Et le thème, c'était le droit de l'enfant à la santé. Donc, quels sont les droits de l'enfant en milieu hospitalier? Et il y avait également Madame la prophétesse, oui, qui était là. Nous étions ensemble. Voilà, donc on a beaucoup échangé. Il y avait des médecins, il y avait des psychologues, il y avait donc générale de prévention du sida qui était là également. Exactement. Il y avait des juristes, il y avait des juges pour enfants, il y avait également la police, d'accord. Et toutes les personnes qu'on a pu drainer au maximum pour venir assister à cette conférence, et la salle était vraiment pleine. Et voilà, on a donc débattu le droit de l'enfant. Pourquoi cette journée? Parce qu'on a constaté aux gens du CHU Mère Enfant que les enfants arrivaient parfois déjà morts aux urgences. Oh. Et sur 3 ans, on a constaté qu'il y avait eu déjà plus de 150 enfants qui sont arrivés morts. Donc ça c'est quelque chose de grave, ça nous a interpellés. Il y avait également le cas des décharges. Donc c'est des enfants qui arrivent graves et qui nécessitent de soins hospitaliers, et les parents refusent. La plupart du temps, c'est à cause des moyens financiers, et c'est pour revenir maintenant au fait que ce serait bien que les enfants soient pris en charge au Gabon de façon gratuite, tous les enfants. Et donc, on a débattu tous ces sujets-là avec les juristes pour qu'ils nous donnent également quels sont nos droits et nos devoirs en tant que personnel vis-à-vis de ces enfants, comment les protéger. C'est là le rôle des affaires sociales. L'affaire sociale, c'est celui-là qui protège l'enfant. Donc, il a le droit, si jamais il voit que la vie de l'enfant est en danger, de destituer les parents de leurs droits d'autorité parentale. Donc, à ce moment-là, l'enfant devient pupille de l'État. Et c'est pupille de l'État. Donc, ils peuvent même le placer dans une famille d'accueil. Dans une famille d'accueil orphelinat, voilà. Alors ça, c'est un autre pan, hein. Les droits, on comprend qu'il y a des droits. Est-ce que nous connaissons vraiment nos droits? Donc ça, déjà, les enfants aussi peuvent s'intéresser à connaître leurs droits. Oui. Ils peuvent aiguillonner aussi les parents. Mais aujourd'hui, nous parlons des enfants affectés et infectés par le VIH-Sida. Vous aurez compris, mesdames, que je vous amène tranquillement. On va marquer une petite pause parce que Félicité, je crois qu'elle a hâte de partager son vécu avec nous. Et juste après cette pause, vous connaîtrez mieux l'histoire de Félicité Toumba. À la découverte des métiers de futur, votre émission qui s'invite chez vous chaque semaine afin de découvrir des métiers d'avenir. Vous explorerez diverses professions de chaque secteur de la société. Ce programme est une opportunité d'apprentissage, un accès à des entretiens révélateurs qui mettent en avant des histoires inspirantes et des compétences remarquables. À la découverte des métiers de futur est à la fois pédagogique et informatique, tout à fait en phase avec la tendance actuelle du marché du travail. Alors, élèves, étudiants, entrepreneurs, professionnels, désireux de vous démarquer dans le monde actuel, n'hésitez plus, rejoignez-nous sur Gabon Première. Retrouvez à la découverte des métiers du futur chaque jeudi à 14h30. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première. L'émission que vous prenez en cours est Au Féminin, qui s'intéresse aujourd'hui aux enfants affectés et infectés par le VIH-Sida. Depuis une dizaine de minutes, on en parle déjà un peu avec mes invités. Nous avons félicité Toumba, Dr Karine Eizan, qui parlait à l'instant avant la pause, également Elisabeth Ngwambina et sans oublier Karine Lucie Padou. Voilà. Alors, ce thème, les enfants affectés et infectés par le VIH-Sida. Elisabeth Ngwambina, c'est un thème qui vous parle de quelle manière? Les enfants affectés et infectés par le VIH-Sida, déjà un enfant qui est affecté par le VIH-Sida, c'est souvent dû par le fait que un ou les deux parents soient malades. Maintenant, les enfants infectés, ce sont les enfants qui ont le VIH-Sida, voilà, qui ont le virus dans le sang. Pourquoi? Peut-être, il y en a qui sont nés comme ça, la mère qui n'a pas suivi le protocole médical, la PTME, qu'on appelle la PTME, la prévention de transmission mère-enfant, donc une transmission verticale de la mère à l'enfant. Et les enfants naissent avec le VIH-Sida. Donc, il n'y a pas de suivi. Il y a certains pays qui sont déjà à l'élimination. Oui.
de la transmission mère-enfant. Donc, la prévention n'y est plus, mais je pense que le Gabon est en train d'emboîter le pas vers l'élimination. Voilà, à cause de différents programmes. Il y a aussi des enfants, dans le cas de Grassland, l'ONG Grassland, nous faisons la prise en charge des enfants vivant avec le VIH-Sida, la prise en charge des enfants qui n'ont pas le VIH-Sida. Récemment, nous avons pris une petite fille qui était couchée au banc d'AONG, 16 ans à peu près, qui avait été chassée par sa maman. On pensait que c'était une folle. Or, je pense qu'elle avait été rejetée par sa famille. Donc, nous l'avons recueillie au sein de l'église même. Nous l'avons nettoyée. Nous avons donné à manger et à boire. Elle s'est remise un tout petit peu. Nous l'avons amenée au CTA. Elle avait 5 de CD4. Le médecin a certainement expliqué. Que c'est? On pensait qu'elle était déjà morte. Mais nous l'avons réanimée. Nous avons appelé la famille. Nous sommes passés par le commissariat d'abord, dans un premier temps, pour faire constater la présence de l'enfant au sein de l'ONG. Ensuite, nous avons appelé la mère qui a dit elle ne peut pas subvenir aux besoins de cet enfant parce que c'est un enfant impoli, un enfant comme ça. Et elle aussi, elle est également malade, elle a le VIH. Donc, la prise en charge de cet enfant, elle ne peut pas. Donc, nous l'avons recueillie au sein de l'église, nous l'avons gardée jusqu'aujourd'hui. Elle est vraiment en bonne santé. Oui. Donc, si on n'encadre pas ces enfants-là, ils vont mourir. Voilà, et on ne compte pas les laisser. C'est pour ça que Gabon Première a choisi d'en parler aussi pour sensibiliser les gens. Un sujet qui, on le constate par le témoignage d'Elisabeth Ngwambina, qu'il est toujours tabou. Comment l'expliquez-vous, docteur Karine Eizan? Il y a une réalité au Gabon qui fait en sorte au fait que tout ce qui peut être maladie chronique, c'est-à-dire longue, vient du mysticisme. Donc c'est quelque chose de mystique, c'est pas une vraie maladie et que le traitement se trouve dans tout ce qui est traditionnel. Et lorsqu'on fait ça, on rentre dans le déni. Et le déni, bon, pour ma part, la psychologue interviendra, est une maladie. Pourquoi? Parce qu'elle va être source de décès. Les enfants vont mourir parce que la maman n'aura pas accepté son statut. Les enfants vont mourir parce que la maman aura eu peur de se faire dépister. Ces enfants vont mourir aux urgences. Et récemment, on a fait une étude aux urgences, entre 2020 et 2023. On a pris tous les cas d'enfants hospitalisés, donc affectés par le VIH et non affectés par le VIH. On s'est rendu compte que la plupart du temps, c'était des adolescents, dans plus de 80% des cas, de 10 à 14 ans, qui arrivaient au stade SIDA. Il faut savoir que dans le SIDA, il y a 4 stades. Donc, le dernier stade, c'est le sida. Donc, ça veut dire que cet enfant arrive en fin de course et décède. Et lorsqu'on interroge la famille, parce que souvent, c'était des mamans qui étaient déjà décédées, des mamans qui prenaient parfois leurs médicaments, mais l'enfant n'était pas suivi. Donc, c'est des choses qu'on aurait pu éviter par un dépistage, qu'on aurait pu éviter si la maman avait accepté de se prendre en charge, qu'on aurait pu éviter si le déni n'avait pas existé. Alors, la clinicienne, psychologue clinicienne du CTA, Karine Lucie Padou. Reine Lucie, mais Karine, vous comprenez que quand on est ensemble, là maintenant, on peut mélanger tous les prénoms. Alors, Reine Lucie Padou, mais je vais garder Lucie parce que je me tromperai toujours. En tant que psychologue clinicienne, c'est votre vécu au quotidien. Ce thème, on m'a dit que vous avez dit « Youpi, je m'en vais pour en parler ». Qu'avez-vous envie de nous dire? Bon, c'est vrai que nous sommes en permanence en contact avec les enfants affectés et infectés. Déjà, il faut dire que un enfant infecté, affecté par le VIH-Sida, souffre de son corps, mais aussi sur le plan psychologique. Voilà. C'est un être en développement qui a besoin d'une attache en permanence. Voilà. Il faut aussi dire que pour qu'il soit pour que son épanouissement soit correct ou favorable par rapport à ce qui concerne le VIH-Sida, il faut un soutien. Voilà, un soutien permanent du personnel soignant, notamment du psychologue, donc qui accompagne, qui soutient les familles, les parents qui sont affectés et infectés par le VIH-Sida. En cas de déni, c'est l'observance dans le suivi thérapeutique et médical est vraiment compliqué. Donc, il faut vraiment que le parent soit impliqué
et accepte le statut stérologique de son enfant. Voilà, pour une bonne prise en charge. Et une qui a fait dans le déni, Dieu aidant, elle est parmi nous aujourd'hui. Félicité Toumba. Vous aurez compris que là, on parle de déni. Vous savez de quoi on parle. Et vous qui vivez avec le VIH depuis, on va dire, 24 ans aujourd'hui, il faut le voir pour le croire, mais en vous voyant, ça ne paraît pas du tout. Pourquoi avez-vous refusé d'accepter cette maladie à 24 ans? Vraiment, c'est la honte parce qu'au début, voir quelqu'un qui a le sida, la famille rejetait, même toucher le gobelet, on jette le gobelet. Et vraiment aller annoncer à tes parents que tu as le VIH, c'était dur. Et rentrer même dans le CTA, c'était dur. C'était vraiment dur. Qu'est-ce qui était le plus dur? Le fait de se savoir malade? Le fait d'être rejeté? Oui, j'avais peur qu'on devait me rejeter. Mais alors que c'est pas ça. Quand mes parents ont su ça, ils m'ont pas rejeté. Ils m'ont soutenu. Alors, comment vous avez réussi à faire face? Quels sont les outils, les moyens que vous avez utilisés? Parce que vous ne témoignez pas au départ à visage découvert, mais qu'est-ce qui vous a déterminé aujourd'hui à vous mettre en avant? C'est la défunte docteur Nzamba. C'est elle, quand au groupe de parole, elle nous conseillait de sensibiliser nos propres parents. Et c'est là où nous on sensibilisait nos propres parents. À la fin, ils ont écouté. Vous avez... Oui, Elisabeth. Par rapport à elle, dans le cas de Grassland, nous faisons des accompagnements médicaux aussi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller vers les CTA, les centres référents. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va avec elles. On va toutes voir le médecin, on rentre, parce que la honte de l'autre, le regard de l'autre. Donc, on nous regarde quand on peut dire, ah, la dame aussi, elle est malade ou quoi? Donc, on rentre toutes et puis on voit le médecin. C'était à l'époque du docteur Nzamba. Faisait son protocole et puis on repartait avec le malade. Et on a mis aussi en place la recherche des perdus de vue. Il y en a qui savent qu'ils ont le VIH, mais qui ne viennent pas, qui se perdent dans la nature comme ça. Mais elle ne s'est pas perdue, elle est là. On va continuer avec son témoignage. Vous avez 3 enfants, je l'ai dit à l'entame, qui ne sont pas malades, dont un dont vous allez nous préciser l'âge que vous avez fait, que vous avez eu pendant que vous saviez déjà malade. Comment ça s'est passé? Bon, ça s'est passé. Je vous ai dit au départ que j'avais honte. Donc, à un moment, j'avais oublié même que j'étais malade. J'ai fait ma fille à 13 ans. J'ai suivi la PTME. Et ma fille n'est pas malade. Elle est en bonne santé. Les deux aussi sont en bonne santé. Voilà. Mais le dernier... C'est juste à accepter. Le problème, c'est accepter. Quand ma famille m'a accepté, moi aussi j'ai accepté la maladie et je suis partie maintenant ouvrir bien mon dossier au CTA et je partais, je n'avais plus honte d'aller au CTA et c'est le groupe de parole qui m'a enlevé la honte. Voilà, ce Alors sont les cet groupes enfant de que parole. vous avez fait, le dernier, étant déjà malade, est-ce que votre partenaire vous savait atteinte? Non. Vous ne lui avez rien dit? Non. Il savait que j'étais malade, mais j'avais mis les quelques de CD4. Je ne pouvais pas le contaminer. Ma charge virale était bonne. Voilà. Et vous acceptez tel quel. Oui, il m'a accepté. Et l'enfant aujourd'hui est en bonne santé. Alors, on m'a dit, et j'ai vérifié, depuis lors, on va le répéter, hein, vous ne vouliez pas parce qu'on comprend, hein, lorsqu'on apprend qu'on est malade, ce n'est pas de gaieté de cœur. On pense que tout est terminé, on voit la mort venir en face. Les spécialistes vont le confirmer. Et vous avez décidé, vous, Félicité Toumba, moi j'appelle ça sauver des vies, en venant témoigner. À visage découvert. Et à visage découvert. Et en allant, on m'a dit que vous êtes l'une des employées qui est là tous les jours. Et qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive parce que j'ai peur que les autres tombent aussi comme moi dans le même piège. Je ne veux pas. Je veux que les malades acceptent leur statut. Et qu'ils prennent bien. Il faut encourager les autres. Moi, je n'avais personne qui m'avait encouragé dès que j'avais suivi mon statut. Mais je suis là pour encourager les autres de prendre leur traitement. Et tous les jours, je suis au PLNS. Karine,
Une réaction par rapport à ça? Déjà, c'est très courageux. Et comme je le disais avant, quand on vient sur le plateau, c'est un témoignage que j'attendais. Et c'est un plaisir de faire ta connaissance. Merci, docteur. Ça m'a beaucoup encouragé mes bébés. Parce qu'ils pensent que je raconte des histoires. Quand je leur dis qu'ils pourront avoir des enfants qui seront négatifs, qu'ils pourront se marier, qu'ils ont toute leur vie, toute la vie devant eux, ils pensent que oui, le docteur est trop gentil, alors que il y a des cas qui sont patents. Et Alors, parce que quand vous dites qu'ils pourront avoir des enfants, il ne faut pas qu'ils se disent, bon, je suis atteinte. Il faut expliquer quel est le protocole. Parce que vraiment, on va dire, on a suivi dans Au Féminin qu'on peut faire des enfants, même si nous sommes atteints. Alors, une fois qu'on se sait atteint et qu'on veut faire des enfants, quelle est la procédure à suivre? Bon, déjà, nos jeunes, on les regroupe dans des groupes de parole. Justement, elle en parlait. Et nous, on fait des groupes de parole avec le CTA pédiatrique. Donc, on réunit tous les jeunes de mères enfants et du CTA pédiatrique pour les entretenir. On les entretient surtout pour qu'ils apprennent à connaître la maladie, comment connaître les signes d'alarme lorsque ça ne va pas, en quoi consiste tout ce qui est examen biologique. Ça veut dire, oui, docteur, chaque fois des examens à faire. Je dis, non, mais voilà, laisser les cadres, c'est pour ça. La charge virale, ça nous sert à avoir ça. Et les médicaments a ça pour objectif de réduire cette charge virale qui commence très élevée à 0. Donc, elle devient indétectable. Et lorsqu'on devient indétectable, on ne peut plus transmettre. C'est parce qu'on a adopté une hygiène de vie stricte. Ça va de la nutrition. Et comprend le médicament. La première chose, c'est le médicament. Deuxième chose, la nutrition. C'est clé. D'accord? Troisième chose, l'amour. Parce que elle parlait, lorsque elle a dit la famille m'a accepté. Et c'est un médicament également. L'amour fait beaucoup de choses. Ça lui donne le courage. Et ces enfants également ont besoin d'affection, ont besoin d'être soutenus. D'accord? Parce que nous, on les voit juste un bref moment, la psychologue, juste un temps, mais après, c'est les parents qui passent leur temps avec l'enfant. Donc, l'amour vraiment sert à beaucoup de pansements, de médicaments, de tout. Et donc, les enfants, on leur dit, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Le VIH n'empêche rien. Et ça, je le dis clairement et je leur dis ça tous les jours. Maintenant, quand il faut faire un enfant, évidemment, c'est encadré. Il faut prendre bien son médicament dans le but d'avoir une charge virale indétectable. Une fois que c'est indétectable, elle ne transmet plus au bébé. Et je ne transmets pas également à mon partenaire. Parce que pour avoir des relations sexuelles et tomber enceinte, il ne faut pas qu'il y ait le préservatif. Évidemment. Maintenant, il y a d'autres protocoles qui peuvent également entrer en jeu. On peut mettre de partenaires qui peut être négatif, sous traitement par exemple. Parce que si c'est un positif, lui, normalement, il est sous traitement. Les charges virales indétectables, madame, une charge pas indétectable. On dit au docteur, non, voilà nos résultats. Le docteur va dire, ah, très bien, allez, vous pouvez faire le bébé. Ils font le bébé. La maman continue à prendre ses médicaments, évidemment. Elle n'allait pas. Non. On n'en est pas encore, on a encore le bébé, encore dans le ventre. C'est passionnant, non? Donc, elle prend son médicament. Maintenant, il n'y a pas à aller accoucher partout. Parce que c'est ça également l'erreur. Parce que cette histoire de honte, de déni nous emmène dans des cuisines bizarres où la personne n'est pas entraînée pour prendre en charge donc ces femmes qui accouchent séropositives. Il y a des protocoles bien particuliers. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et ça, c'est une formation. Voilà. Donc, les équipes qui sont entraînées, c'est les équipes de CHU, c'est des structures publiques, c'est les centres médicaux, d'accord? Les sages-femmes sont entraînées pour mettre en monde donc, les enfants nés de mères séropositives. Les ONG. Oui, les ONG, mais bon, comme l'ONG ne fait pas coucher, c'est à l'hôpital qu'on accouche. Donc, tout ça. Bon, on va aller un peu à l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant naît? Il doit avoir un sirop. D'accord? On va mettre le sirop, la sage-femme généralement, elle a mis ce sirop en salle de naissance. Et ce sirop qui est généralement de la lévirapine ou de la zidovudine, mais généralement de la lévirapine, va être donné durant 6 semaines. D'accord? Tous les jours. Et on a la possibilité ici au Gabon de faire le test dès la naissance. Donc en salle d'accouchement, on peut faire le premier test. Ensuite, on fait ça à 6 semaines, lorsqu'on est censé arrêter le sirop. On fait ça ensuite à 9 mois et à 18 mois. Et c'est le test de 18 mois qui dira que l'enfant est négatif. La PTME marche. Tu en es la preuve. Et je le vois tous les jours, ça marche. Est-ce que
Qu'advient-il lorsque, d'ailleurs, il est conseillé quand une femme est enceinte de faire tous ces examens, donc celui pour savoir si vous êtes atteinte, parce qu'il y a des femmes qui cachent aussi, ou qui ne connaissent pas leur statut, et qui, sans le savoir, décident d'allaiter. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire face à ce genre de cas? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est trop tard. Oui, souvent maintenant, il faut savoir que la femme qui est séropositive et qui prend ses médicaments peut allaiter. L'allaitement est également encadré, on le dit protégé. Ça veut dire quoi? C'est un allaitement qui est dit exclusif. Elle va donner le sein à l'enfant sans mélanger le biberon. Le problème du biberon, c'est quoi? C'est que l'intestin de l'enfant est préparé pour le lait maternel. Donc, dès qu'on introduit un lait, quel qu'il soit, quelle que soit la marque, ça va entraîner des micro-lésions qui vont se traduire comme les coliques du nourrisson. Donc, il aura mal, il sera constipé. C'est l'adaptation au lait artificiel. Et ces micro-lésions sont suffisantes pour que le VIH puisse passer et infecter l'enfant. C'est pour ça qu'on fait un allaitement protégé. Donc, tout ça, c'est toujours encadré, toujours accompagné de médecins de la sage-femme. À Karine, à quel moment on annonce à l'enfant sa séropositivité? À quel âge? Je renvoie la balle à la psychologue. Déjà, il faut dire que l'annonce doit se faire. Souvent, beaucoup de parents refusent qu'on annonce le statut sérologique à l'enfant. Croyons bien faire, alors que non, l'enfant doit être impliqué dans son suivi. Mieux il est informé de la situation, mieux la prise en charge est correcte. Donc, l'enfant qui est en âge de scolarisation peut être informé et on doit tenir compte de son niveau de développement intellectuel. Oui. Donc, sa maturité à comprendre les choses. Et à ce moment, on peut faire l'annonce. Il nous arrivait de faire l'annonce à des enfants de 8 ans parce qu'elles sont éveillées. Voilà, elles sont éveillées, elles sont matures par rapport à leur âge. Donc, et elles on posent fait des questions. Et elles posent des questions. Beaucoup de questions. Oui, mais même si dans le cadre de nos visites à domicile, nous avons rencontré des enfants. Lorsqu'on prend ces enfants en aparté, qui nous posent des questions, de savoir, mais pourquoi maman me donne les médicaments tous les jours? Je prends les médicaments. Voilà, lorsque l'enfant n'est pas informé, beaucoup de questions vont se poser, vont ressortir de cet enfant. Mieux il est informé, comme je disais tantôt, mieux l'observance est correcte. Donc, mieux il va prendre son médicament. Donc, si on informe déjà dès le départ à l'enfant pourquoi il doit prendre le médicament, pourquoi et quelle est l'efficacité de ce traitement par rapport à sa situation de séropositivité, là, il est observant. Mais Donc, là aussi, vous occultez quand même une bonne question. Vous imaginez un enfant Le de moment. 8 ans qui ne connaît pas les hommes, qui se retrouve infecté. Les parents souvent pensent bien faire en ne leur disant rien. Mais l'enfant a envie de se demander comment est-ce possible. En général, vous leur répondez quoi? Souvent, déjà, on doit donner tous les moyens possibles de contamination. Voilà. La majorité des enfants chez nous sont contaminés par les mamans. Il faut expliquer à l'enfant comment il a fait pour avoir le VIH. On va dire peut-être que la maman ignorait son statut, ou bien il était trop tard, elle a fait l'examen, l'enfant était déjà né et c'est à ce moment qu'elle a pu contracter le VIH. Bon. Après, il y a des enfants qui culpabilisent ou bien qui en veulent à leurs parents, qui disent que si maman était informée dès le départ, elle aurait pu m'épargner. Mais elle a fait exprès de le contaminer. Mais il y a des enfants qui sont compréhensibles, qui savent que oui, les parents n'étaient pas suffisamment instruits par rapport à la question du VIH. Alors, docteur, j'aimerais quand même, puisqu'on parle d'enfants, avoir votre réaction suite à une enquête dont parle l'OMS qui a réalisé cette année 2024 une enquête sur 11 616 personnes. Et il en ressort que la prévalence du VIH est plus élevée chez les jeunes filles âgées entre 15 et 24 ans, alors que chez les garçons de la même tranche d'âge, c'est moindre. Comment l'expliquer, vous, que les femmes soient plus affectées ou infectées que les hommes? Oui, l'explication, bon, c'est le même constat qu'on nous on a fait également sur le terrain. Bon, l'explication est simple. Généralement, dans cette tranche d'âge-là, c'est des jeunes qui sont sexuellement actifs. D'accord? Et qui dit rapport sexuel, généralement la femme, donc celle qui reçoit, lors des mouvements donc, du coït, il y a des frottements. D'accord? Ces frottements vont favoriser des lésions. Parce qu'après, souvent, la fille va se plaindre, j'ai mal. Elle a mal parce qu'elle a des lésions. D'accord? Et si l'homme est infecté, par exemple, ben facilement.
il va la contaminer. Maintenant, une femme qui s'est déjà contaminée et qui aura des rapports sexuels avec un homme séronégatif, lui, pendant le coït, il ne se blesse pas. Il n'a pas de micro-lésions comme la femme. D'accord? Donc, ça va faire qu'il ne va pas s'infecter. C'est pour ça qu'on a beaucoup de couples sérodiscordants, c'est-à-dire où la femme est positive, l'homme est négatif. D'accord? On a quelques rares couples, je dois peut-être avoir un ou deux, où la femme est négative et l'homme est positif. Ça, c'est très rare, mais le plus fréquent, c'est la femme qui est positive et l'homme est négatif. Dans la femme, autrement dit, la femme est la plus exposée. La plus exposée, la plus l'importance, vulnérable, c'est celle qui va se contaminer à tous les coups, en fait. D'où l'importance aussi de poursuivre dans la sensibilisation, et surtout des jeunes filles. Et puis dans le cadre de sensibilisation, autonomiser aussi les femmes. Oui, parce que la pauvreté aussi joue un grand rôle dans ça. Oui. Parce que les femmes, la prostitution et autres, bon, c'est compliqué. C'est pourquoi on dit le VIH a un visage féminin. C'est exactement ça, la pauvreté, vraiment, c'est horrible. Reine Lucie, j'aimerais revenir à vous, au CTA. Combien de cas, puisqu'on parle des jeunes et dont vous vous occupez en tant que psychologue clinicienne, vous recensez à peu près combien de cas, on va dire quoi, par mois, au trimestre, les statistiques qui sont à votre disposition? Les statistiques donnent, nous sommes à une file active de 307 enfants, 307 enfants qui sont suivis régulièrement, mais nous avons 1300, si je ne me trompe, et quelques inscrits depuis l'ouverture. Et dans ces 1300 enfants inscrits, il y a ceux qui sont perdus de vue. Voilà, ceux qui sont décédés et n'ont pas à déclarer. Les parents ne viennent pas déclarer ou bien ils changent de domicile ou de province, de lieu d'habitation, de ville d'habitation. Donc c'est important pour continuer le suivi et se procurer aussi les médicaments parce que si on est perdu de vue, il est difficile. Voilà, il est difficile d'être sous traitement. On n'est pas rassuré que l'enfant, bien on n'est pas sûr que l'enfant soit suivi correctement. Mais depuis le 1er décembre de cette année, nous avons initié la recherche des perdus de vue. Donc, on essaie d'appeler avec les assistants sociaux. On appelle tous les parents. Donc, on a des contacts, on prend les dossiers physiques et on essaie d'appeler tous les parents pour savoir pourquoi l'enfant ne vient plus au centre, pourquoi il n'est plus suivi. Et puis, on a des retours favorables. Alors, il est important de continuer à sensibiliser. Aujourd'hui, nous avons félicité Toumba qui, elle, ça fait 24 ans qu'elle vit avec. Elle témoigne pour sauver des vies et vous dire, n'ayez pas honte. Il y a des structures qui sont là pour vous aider et aujourd'hui, on ne peut plus mourir comme c'était le cas en sida rimé avec la mort. Et quand on parle de VIH, je félicite Ngwambina, il y a des enfants qui deviennent responsables très tôt. Je m'adresse à vous parce que vous êtes en charge d'une ONG et vous en recevez là-bas et qui parfois, lorsqu'ils sont rejetés, sont obligés de s'occuper de leurs petits frères et sœurs parce que les parents les rejettent. Ce genre de cas, est-ce que vous en connaissez? Et si oui, est-ce qu'il y a un dont vous pourrez nous parler où il y a eu la démission soit de la famille ou des parents? Et dans ce cas, comment procédez-vous avec votre ONG? Alors, dans le cas de l'ONG, nous avons souvent fait des visites à domicile et lorsqu'on va, on trouve des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Parfois, c'est des jeunes garçons de 14 ans qui deviennent chefs de famille parce qu'il faut subvenir aux besoins des autres. Parce qu'ils sont orphelins des deux parents. Parfois, les parents sont là, mais ne peuvent plus prendre les enfants en charge du fait de leur maladie. Ils sont affaiblis par la maladie et les enfants, en voyant ça, sont obligés d'aller chercher un emploi quelque part, c'est-à-dire soit chercher des petits marchés, pousser des cartons, pousser des brouettes, ainsi de suite, vendre des vêtements pour pouvoir subvenir aux besoins, non seulement des petits frères, des petites sœurs, mais aussi subvenir aux besoins de la maman ou du papa qui est infecté. Donc c'est vraiment un problème. Donc on essaye de donner des atouts, autonomiser ces enfants-là pour qu'ils puissent faire quelque chose. Et c'est ce que nous avons fait avec certains enfants. Et il y a d'autres également qui sont psychologiquement touchés parce qu'ils ont accompagné leurs parents en fin de vie. Donc vous voyez le parent en train de sombrer, vous prenez soin du parent, et ainsi de suite, le parent décède. Alors là, j'ai pleuré plusieurs fois. J'étais sur le terrain, j'ai pleuré.
Et j'ai essayé d'accompagner un autre aussi, Josias, décédé aujourd'hui. Alors lorsque je suis arrivée, l'enfant avait la peau sur les os à cause du rejet de la famille. Donc j'ai essayé d'encadrer cet enfant-là. J'allais tout le temps déposer à manger sur un mois. Au fur et à mesure, il arrive maintenant à s'asseoir, à se lever, à marcher. Et lors d'une organisation d'un groupe de parole, j'ai demandé, mais où est-ce qu'il est, ce jeune garçon? Il me dit, mais c'est lui qui est là. Il avait pris du poids. Je ne l'avais pas reconnu. Donc, c'est possible d'accompagner nos enfants. C'est possible d'accompagner nos familles. Ne les rejetons pas. Parce que si on les rejette, ils vont rentrer dans un déni et ils vont mourir. Évitons la discrimination. Alors, on est toutes d'avis que le VIH ou le sida ont des répercussions sur... Ça impacte les vies des enfants. Il y en a qui deviennent plus adultes plus rapidement, avec ce témoignage plus vite qu'il n'en faut. Et la psychologue, dans ce cas, vous en rencontrez souvent. Ces enfants vous disent quoi et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Parce qu'on peut écouter, mais si on n'a pas de solution, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, effectivement. Déjà, il faut dire que l'infection à VIH est handicapante. Voilà, est handicapante. Et le fait qu'il y a une importance de stigmatisation sociale. Donc, plusieurs enfants sont rejetés par les parents. Et la majorité des enfants suivis au CTA sont des enfants qui sont sous le tutorat des grands-parents parce que la maman n'y est plus. Donc, c'est la grand-mère qui s'occupe de l'enfant. Quelquefois, ce sont les tantes ou les grands frères ou les grands frères qui sont obligés de stopper le parcours scolaire parce qu'il faut subvenir aux besoins des enfants. Donc, on est toujours dans le soutien psychologique, donc, le renforcement. Et souvent, on confie ces enfants aux assistants sociaux parce qu'il y a des difficultés, soit économiques. Il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, donc il faut scolariser les enfants ou bien aider ces jeunes à pouvoir faire les examens aux petits frères. Voilà. Est-ce qu'il arrive aussi que les enfants rejettent les parents? Parce que là, on ne fait qu'évoquer le cas où les parents abandonnent les enfants. Et là, Félicité va nous répondre tout à l'heure. Mais vous, dans votre cas, mais je reste d'abord avec vous pour savoir, est-ce qu'il arrive que les enfants aussi rejettent leurs parents parce qu'ils les savent c'est vraiment rare. Au contraire, eux, ils recherchent une figure d'attachement. Voilà, c'est souvent ça. C'est plus les enfants qui ne connaissent pas le statut, ils ne savent pas comment ils ont fait pour avoir l'infection, qui peuvent en vouloir aux parents, mais dire que rejeter les parents, non. Félicité, dans votre cas, elle fait ça. Non, comment ça s'est passé? Quand vous avez su que vous êtes malade, vous avez tout de suite communiqué avec vos enfants et comment ont-ils réagi? Mes enfants ont accepté. Et c'est mes enfants qui m'encouragent chaque 20 heures. Maman, il est 20 heures, maman, il est 20 heures. C'est rare, comme disait la psychologue, c'est rare. Les enfants n'abandonnent pas leurs parents, c'est rare. Et le regard de la famille, est-ce qu'ils s'ouvrent? Parce que j'ai déjà eu une sœur qui est passée sur un plateau, pas forcément dans Au Féminin, qui suite à un témoignage, on a dû nous demander d'arrêter de diffuser l'émission parce que les enfants étaient stigmatisés à l'école. En disant, voilà l'enfant de la femme qui... Est-ce que vous avez aussi connu ça ou chez vous, ça se passe normalement? J'ai un cas similaire où les enfants rejetaient la mère. Donc la mère a dû m'appeler pour dire, Madame Gobinet, est-ce que vous pouvez venir? Je suis arrivée, j'ai trouvé la maman amochée. Donc j'ai dû prendre... J'ai pris l'enfant, la dame, heureusement que c'était avec ses parents. J'ai pris la dame, je l'ai amenée à l'hôpital, au CTA de Nkembo. Et de là-bas, il n'y avait pas de lit. On a tourné toute la ville. Nous sommes allés à Kanda. Et le médecin me dit, finalement, la dame que vous avez amenée, elle vient de décéder. Waouh, j'ai eu peur. Donc, je lui ai appelé le pasteur Gaspard. Je lui ai appelé le directeur de la prévention du sida pour dire que j'ai un cas ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Les enfants aussi sont arrivés. Et lorsqu'ils arrivent, ils ont commencé à pleurer. Je dis, oh. La maman m'a dit que ces enfants-là l'ont rejeté. Même de l'eau. Elle était sur les couches, vraiment très sales. Après, ça peut s'expliquer. Si les enfants n'ont aucune information sur la maladie, les enfants savaient. Voilà. Les enfants connaissaient le des statut de la maman. C'est des cas rares.
peut-être le trop-plein, de tout le temps faire, Bien tout la le temps lassitude faire. de pouvoir certainement ça. s'occuper de tout le temps de Moi, je de pense que maman, dans de ce papa. cas-là, il y a beaucoup de non-dits. Je pense qu'il y a beaucoup de trous noirs dans l'histoire Dans l'histoire et, des enfants. et ça fait Moi, que... parfois, on parce va que dire, bon, c'est une trop sorcière, catégorique, en fait. C'est une sorcière, on ne peut pas la toucher. Donc, les parce que croyances c'est- mystiques, les croyances, en fait. voilà. Les croyances Peut-être mystiques. c'est Et ça. surtout si on l'a accusé, que si les parents l'ont accusé et tout, et qu'il y a même eu un procès, même au sein de la famille, Oui, oui, ça tout peut à dégénérer fait. comme Ça ça. peut, c'est juste. Alors, peut on va devenir bientôt mieux. passer au conseil pratique. J'aimerais vraiment, de façon claire et au ressenti, nous avons décidé de plancher sur ce thème, les enfants affectés et infectés par le VIH-Sida. Pour ceux qui nous suivent, qui peut-être parfois ne s'en rendent pas compte, on va commencer par affecter par le VIH-Sida, ça veut dire qu'il y a forcément l'un des parents qui est atteint. C'est quoi les signes? Comment reconnaître et comment les aider? Vraiment, c'est au ressenti, docteur. Cette affection, elle se manifeste comment? Un enfant affecté, peut-être à l'école aussi, est-ce qu'il se recroqueville? Est-ce qu'il ne travaille pas bien à l'école? C'est quoi les signes? Peut-être que ceux qui les côtoient sans savoir peuvent être plus alertes dorénavant. Oui, déjà, généralement, ils ont une tendance dépressive, ils sont tristes, ils sont seuls. Et c'est pour ça, en fait, que le personnel doit être attentif à tout. Pendant le médecin, c'est pas juste consulter, c'est vraiment regarder le patient, voir comment il est qu'il sourit, il sourit pas. C'est tout ça, en fait, qu'il faut regarder chez le patient pour pouvoir justement donner le bon médicament. Le bon médicament, c'est pas un comprimé. Le bon médicament, c'est la bonne stratégie. Savoir qu'est-ce qui t'arrive. Pourquoi, La communication. Voilà, communiquer pour pouvoir justement trouver ce point-là, justement, qui le touche et qui l'affaiblit. Moi, je connais un jeune affecté. Donc, lui était négatif. Ses parents, il avait enterré sa mère. Ensuite, bon, son père était tout le temps malade. Donc, il a enterré ensuite son père. Et sa petite sœur aussi était malade. C'est lui qui l'emmenait alors que la petite sœur avait fait le tour de la famille. Chaque fois, il y avait un truc qui était rejeté. Donc, elle arrive chez un oncle et l'oncle, il vient, non, l'enfant, il est paresseux, il veut pas travailler à l'école et tout. Je dis, mais comment ça? J'ai dit, ok, je vais parler avec l'enfant. Il dit, il est impoli et tout. Et donc, j'entretiens l'enfant. Et donc, j'ai dit, bon, on va faire une petite dictée, juste une petite phrase. Au fait, l'enfant avait des difficultés. C'est pas qu'il était pas paresseux, mais il savait pas lire et écrire. Tellement on a changé de maison, d'école. Donc, personne se rassurait de savoir est-ce que l'enfant a acquis les bases. On l'inscrit toujours à une étape suivante. Et du coup, il arrive au CM2 en 6e, il n'a aucune base. D'accord? Et déjà, c'est parce que le parent n'a pas pris le temps. Donc, ce jeune affecté emmène sa petite sœur à l'hôpital. J'ai dit, mais où sont les adultes? L'enfant était, il dit, non, docteur, je l'ai vu. Elle était couchée depuis tant de jours, personne ne bougeait. Donc, elle a pris sa petite sœur, elle l'a amenée à l'hôpital. Et donc, j'ai fait convoquer son oncle et sa tante par les services sociaux. Et bon, sa tante a été sincère, heureusement, dans le sens où elle peut plus s'occuper de l'enfant. Oh. Oui. Et quand on peut plus s'occuper de l'enfant, il faut signer les papiers. Et ça, c'est rare quand il faut signer quelque chose, généralement les parents se rétractent. Mais ils ont signé. Et le fait qu'ils aient signé, ça a libéré l'enfant. Dans le sens où il y avait quelqu'un qui était juste à côté, qui cherchait seulement qu'à prendre l'enfant. Il a pris dans cette petite fille, il a pris également son grand frère. Et les derniers mois de la vie de cette petite fille ont été heureux. Elle avait à manger. À sa fin, elle avait de l'amour, elle avait des cadeaux, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle a tenu 3-4 mois et puis elle est partie. Ah, et autre chose aussi, parce qu'on parle du rejet, on parle de la stigmatisation. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les gens pensent toujours que côtoyer un malade du VIH ou du sida, on sera contaminé. Peut-être nous parler un peu des modes de contamination. On a déjà parlé des rapports sexuels. Il y en a qui pensent que partager un même verre, tout de suite là, je vais être malade. Partager la même assiette, la même fourchette, qu'en est-il exactement? En termes de sensibilisation, aujourd'hui, le mode de contamination, les modes de contamination, peut-être que ces rejets, on pense que, et même lorsque un malade décède, peut-être qu'on pense qu'en le touchant, on pourrait être contaminé. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça.
Il y a beaucoup de ça. En fait, c'est mal connu, c'est mal compris. Et pourtant, la sensibilisation est là. Hein. Il y a Internet, il y a la télévision, il y a la radio. Donc, il y a également à l'école, ils ont des cours pour ça. Mais les gens sont toujours dans des croyances. Dans des croyances, ce qui fait qu'ils rejettent ces enfants. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est le même enfant qui était là il y a un jour. Je ne connaissais pas son statut, je jouais avec lui, j'étais bien. Et puis tout d'un coup, je connais son statut. Non, il faut qu'il reste éloigné. Reste ici. La salive, il n'y a pas de VIH dans la salive. Donc, ça veut dire qu'il peut prendre un chips, une pizza, l'autre croque. Même je l'ai fait. Tant qu'il n'y a pas de blessure. Non, tant qu'il n'y a pas de blessure, d'accord? Mais parce qu'une maman qui va faire ça, elle va manger avec son enfant. Les couverts ne contaminent pas tant qu'il n'y a pas de blessure. Le problème, c'est le sang. Dès qu'il y a une lésion, dès qu'il y a une blessure, voilà. Ça, c'est des chemins de contamination pour le VIH. Mais tant qu'il n'y a pas de sang... Il n'y a pas de sang, ne pas partager les brosses à dents, comme parfois, ça aussi, ça peut arriver. Alors, mesdames, on me fait signe. Là, on va passer au conseil pratique. Pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant, il ne nous reste plus que quelques minutes. Le temps pour nous de passer... un petit jingle et puis nos invités vont vous donner des conseils pratiques sur ce thème. Quid sur les enfants affectés et infectés par le VIH-Sida. Bon, comme conseil, j'aimerais dire à mes frères et sœurs d'accepter la maladie. On ne meurt plus du VIH, on vit longtemps, très longtemps avec le VIH. Le problème, le premier médicament, c'est accepter. Et que les parents aussi acceptent leurs parents malades. Merci. Là, c'est le conseil de Félicité Toumba. Acceptez la maladie et aujourd'hui, vous pouvez être suivi. Docteur. Je suis pédiatre et je m'adresse à la maman parce que le problème de l'enfant, c'est d'abord la maman. Donc, il faut que les mères se fassent dépister. Les femmes en âge de procréer se fassent dépister. Pourquoi? Pour qu'elles soient prises en charge rapidement. Et ainsi, elles ne pourront pas contaminer les enfants. Donc, le problème du VIH pédiatrique est presque mathématique. Les parents comprennent, l'enfant vit. Les parents ne comprennent pas, l'enfant meurt. Ça, on le voit tous les jours. Et les enfants qui vivent, ils sont là, ils sont présents. Ils ont un bon suivi, ils vont à l'école, il n'y a pas de retard. Ils peuvent faire tout ce qu'ils voudront. Ça, c'est mon message. Maintenant, l'enfant qui ne prend pas ses médicaments, eh ben, il meurt. Elisabeth Ngouambina. Bon. Tu mélanges. Oui, je n'ai rien dit. Elisabeth Ngouambina, prise 2. Alors, Elisabeth Ngouambina, comme mot de fin, j'invite tous les parents à prendre conscience. Discriminer un enfant, c'est bafouer les droits de cet enfant-là. Allez vers les centres de prise en charge. Allez vers les centres de prise en charge. Faites-vous dépister. C'est très important. Et nous sommes africains. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Si ta soeur est décédée ou ton frère est décédé, tu peux prendre le relais. C'est vrai que c'est une charge en plus. Il y a les affaires sociales qui sont là pour aider. Et la CNAMJAS qui est là pour aider. Dans les hôpitaux, il y a la prise en charge sociale. La prise en charge sociale. Il y a aussi la prise en charge nutritionnelle. Venez me voir. L'ONG Grassland, nous faisons des accompagnements nutritionnels, psychologiques. Nous donnons aussi les kits alimentaires, les kits scolaires aux enfants. Nous faisons des placements dans les établissements scolaires pour les enfants qui ne sont pas scolarisés. On peut le faire. On peut faire un plaidoyer auprès des gouvernants pour qu'on puisse avoir quelque chose pour vous. Donc, le VIH n'est plus une fatalité. Ne discriminez plus vos enfants, vos familles, aimons-les. Vous voyez, avec Félicité, je ne vais rien prendre ici. Hein. Vous voyez? Ça s'applaudit. Je lui un bisou. Sois béni. Voilà, un bisou. Et voilà. Fais-moi aussi bisou. Et voilà, vous avez la preuve. Hein, de Je suis la mère d'une multitude. Ouais. Reine Lucie Padou. Bon, pour conclure, je pourrais dire que le psychologique pense le somatique. Tout simplement pour dire que il est nécessaire qu'une prise en charge soit multidisciplinaire, incluant la prise en charge psychologique ou l'accompagnement et le soutien psychologique. Voilà. Le VIH-Sida n'est pas une fatalité. Nous devons arrêter avec les propos discriminatoires
bien les éléments stigmatisation, autant pour moi, vis-à-vis de ces enfants ou de ces parents infectés par le VIH-Sida. Merci. Alors, à mon tour de vous remercier au nom de toute l'équipe, mesdames, mais j'ai voulu, en terminant moi aussi, partager avec vous un message que j'ai trouvé alléchant en faisant mes recherches, un message de quelqu'un qui n'est plus, non pas parce qu'il serait décédé du VIH-Sida, mais il s'agit de Feu Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, et qui, lorsqu'il s'était rendu en Chine en 2002, où il recevait un prix honorant, il a dit, et vous allez me permettre de lire parce que c'est tellement profond, tout y est, « Les jeunes sont la clé du combat contre le sida. En leur offrant l'appui dont ils ont besoin, nous pouvons leur donner les moyens de se protéger du virus. En leur fournissant des informations honnêtes et directes, nous pouvons abattre le mur du silence qui entoure toute la société. En créant des campagnes efficaces d'éducation et de prévention, nous pouvons transformer l'enthousiasme à la force et les rêves d'avenir des jeunes en outils efficaces pour combattre l'épidémie. » C'est tout pour aujourd'hui. Et là, c'est signé Kofi Annan. Pour vous dire, trêve des stigmatisations. Vous l'avez suivi, ce n'est pas contagieux. Et Elisabeth Ngwambina vient de faire un bisou. Et moi aussi, je pourrais emboîter le pas. D'ailleurs, j'en ai l'habitude. Communiquer, aider. Ne souffrez pas en silence, mais aidez ces personnes en détresse. Il y a des structures qui sont là, les campagnes se poursuivent. Le docteur nous a aisément édifié là-dessus. Allez vers l'information. N'ayez pas honte. La preuve, aujourd'hui, nous avons Félicité qui a passé 52 minutes avec nous et ça fait 24 ans qu'elle vit avec cette pandémie. Ça veut dire que tant que c'est Dieu qui a le dernier mot et je suis sûre que pour vous, il ne l'a pas encore dit. Donc faites-vous dépister. Merci encore d'être passé nous voir. Merci à vous, à la maison, au nom de toute l'équipe, de nous accepter sans rendez-vous. Et le Nomo Hôtel aussi qu'on remercie pour ce cadre. Nous vous retrouverons dans 15 jours. Oui, qu'est-ce que je suis en train de conclure? Qu'est-ce qu'elle veut Oui, encore? je sais. C'est juste pour rappeler qu'au CHU Mère Enfant, l'école de l'enfant séropositif est gratuit. Ça, c'est intemporel. Oui. C'est gratuit depuis 2018. Ça l'est encore aujourd'hui et ça le sera demain. Donc, c'est pour informer la population d'emmener les enfants. Donc, voilà. Elle a dit donc voilà. Amenez vos enfants au CHU Mère Enfant. Au CHU Mère Enfant, Jeanne Ebouri, ce que vous préférez. Mais voilà, c'est une émission qu'on fait ensemble. Elle a rajouté une phrase et c'est le mot de fin. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.